Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire et cette question essentielle pour nos étudiants. Comment bien choisir son orientation après le lycée? Alors que les élèves de terminale vont bientôt devoir indiquer leurs premiers vœux sur Parcoursup, eh bien on demandera à nos invités comment faire pour faire un choix serein et réfléchi. On vous racontera une jolie histoire en deuxième partie d'émission, celle de l'aventurier Sébastien Destremaux qui a parcouru 20 000 km avec sa fille de 18 ans. Ils seront tous les deux avec nous. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT d'éducation. Cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du maquillage. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Adrien Fontenot. La crise de l'énergie inquiète les syndicats enseignants et le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, monte au créneau. Il n'y aura pas d'école le matin dans les zones qui subiront des coupures de courant programmées cet hiver. Le ministre qui s'exprimait au salon Éducatech et sur Europe 1, je vous propose de l'écouter. Les délestages programmés vont toucher les établissements scolaires. Selon 3 créneaux, 8-10, 10-12, 18-20, les 2 premiers créneaux sont les créneaux scolaires qui sont les plus critiques. S'ils sont dans une zone qui subit un délestage, la rentrée des élèves se fera en début d'après-midi. J'ajoute également que des écoles situées à proximité de structures qui ne subiront pas les délestages, ces écoles ne subiront pas le délestage et pourront accueillir les enfants de personnel prioritaire selon un schéma qui a d'ailleurs été expérimenté pendant la crise sanitaire. Et une crise sanitaire qui rappelle des mauvais souvenirs aux syndicats qui redoutent, je cite, l'improvisation et les bricolages connus pendant la gestion du Covid. Côté enseignement secondaire, même son de cloche, le syndicat national des lycées et collèges exprime sa forte inquiétude. Autre inquiétude à présent, celle des lycées professionnels parisiens. Après l'annonce il y a plusieurs semaines de la fermeture de 7 établissements à la rentrée prochaine, Jean-Luc Mélenchon est venu ce jeudi soutenir les personnels du lycée du 20e arrondissement de la capitale. Et le leader de la France Insoumise voit dans cette mesure une destruction du système d'enseignement professionnel. Macron démolit le réseau des lycées professionnels alors que la moitié de nos enfants y étudient. Ils méritent le plus haut niveau d'instruction. Et à noter un autre rassemblement dans le 19e arrondissement, une cinquantaine d'élèves et parents se sont invités au conseil d'administration du lycée Georges Brassens, seul lycée général parmi les établissements concernés par les fermetures. Une manifestation qui s'est déroulée sans accroc et dans une ambiance plutôt festive, selon un professeur présent sur place. À Valenciennes, l'enseignante de classe préparatoire qui devait accompagner ses élèves à la rencontre d'une association de migrants a vu sa sortie être annulée par le rectorat de Lille. En cause, la sécurité du déplacement après des menaces sur les réseaux sociaux contre la professeure. Des intimidations venues du réseau Protégeons nos enfants, proche du parti d'extrême droite Reconquête, et qui ont indigné à gauche. Le député écologiste Benjamin Lucas appelle à la dissolution du mouvement. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, y voit une histoire édifiante. Le parti de Zemmour utilise les mêmes méthodes et intimidations que les islamistes radicaux pour faire pression sur les enseignants. La conséquence, c'est la légitimation de la violence qui, dans le drame Paty, s'est soldée par un assassinat. Reconquête, de son côté, annonce avoir alerté l'opinion publique et promet d'attaquer toute personne accusant le mouvement de menacer un enseignant. Sur le plan sanitaire, enfin, l'épidémie de Covid repart en France avec une 9e vague actuellement à l'œuvre. Les personnels hospitaliers craignent déjà d'être sous tension. Et c'est dans ce contexte que les syndicats d'internes en médecine et en pharmacie ont décidé de saisir la justice. Ils pointent du doigt la trentaine de centres hospitaliers universitaires en France et le non-respect du plafond légal de 48 heures de travail hebdomadaire. Selon une enquête syndicale en 2021, 75% des étudiants en médecine présentaient des symptômes anxieux, 67% des symptômes de burn-out et même 19% des idées suicidaires. Payés moins de 6 € par heure réellement travaillés, les internes dénoncent une situation qui ne peut plus durer, je cite, un dépassement du temps de travail qui ne sert pas à notre formation, mais à notre exploitation. Merci Adrien. Allez, tout de suite, c'est notre question du jour. Alors, on va parler orientation post-bac. Comment bien choisir? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Julie Boyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice régionale Île-de-France et internationale chez L'Étudiant. Très beau magazine.
Merci beaucoup également à Stéphane Vincent d'être avec Bonjour. nous. Bonjour, vous êtes président fondateur de Super Futur qui propose des parcours sur mesure aux jeunes afin de les orienter au mieux. On en avait parlé déjà ensemble. Justement, parlons orientation, c'est absolument essentiel puisque c'est quand même la clé finalement de toutes ces études, savoir pourquoi on les fait, apprendre certes, s'enrichir certes, se cultiver, mais pour faire quoi après? Et là, le champ est tellement vaste, on a tellement de possibilités finalement. On se dit tous qu'on aurait pu être multiples, c'est-à-dire travailler peut-être dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, dans le numérique. Finalement, on a plein d'idées. Mais qu'est-ce qui est fait pour nous? C'est très difficile de savoir. Choisir une formation après le bac, c'est se jeter dans le vide, certains disent. Alors, il y a ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Bon, a priori, rien ne leur échappe. Et puis, il y a ceux qui ont une certaine idée, ou ceux qui disent « j'ai aucune idée ». Vous leur dites quoi, justement, à ceux qui n'ont aucune idée quand ils arrivent en troisième, en seconde, en première, quand ils vous rencontrent, Julie Boyer? Écoutez, alors déjà, je leur conseillerais d'aller se renseigner sur notre site, l'étudiant.fr, qui concentre un certain nombre d'informations, articles spécialisés ou plus générales sur l'orientation. Et surtout, je leur conseillerais d'aller sur nos salons. Donc, on en organise à peu près 110 par an, partout en France. Des salons qui sont soit généralistes ou thématiques. Et l'objectif, c'est vraiment pour nous de délivrer la meilleure information aux jeunes. Donc, le jeune pourra aller à la rencontre de tous les établissements qui pourraient l'intéresser, aussi de conseillers d'orientation, puisque nous travaillons aussi sur certains de nos salons par exemple avec l'ONICEP. Les jeunes pourront également rencontrer des étudiants qui, avec un retour d'expérience très concret sur des études, différentes filières. Et nous essayons de représenter toutes les filières qui s'offrent à ces jeunes. Je vais mettre à dos tous les conseillers d'orientation, mais c'est pas grave, j'assume. Pour moi, le conseiller d'orientation, c'était un peu celui qui, en fait, savait pas trop, mais qui était sympa, avec qui on pouvait discuter, mais qui n'arrivait pas vraiment à nous orienter à mon époque. J'ai un petit âge quand même maintenant, donc c'était il y a plus de 25 ans, même voire 30. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que c'était une fausse idée que j'avais, mais le conseiller d'orientation, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va déceler en termes de psychologie, en termes d'ouverture de marché, et qui fera que tout d'un coup, il en sortira quelque chose après ce rendez-vous? Alors peut-être revenir sur ce qu'est le conseiller d'orientation. Ouais. Le conseiller d'orientation, on peut le voir au niveau de l'éducation nationale, il y a des psy-EN, ce qu'on appelle les psy-EN, qui sont là pour accompagner. Et puis aujourd'hui, on a demandé à des profs qui ne sont pas formés forcément pour, et notamment des profs principaux, de s'occuper de l'orientation des jeunes. Donc on se retrouve finalement avec des gens qui ont des missions d'accompagnement, qui n'en ont pas les moyens. Je rappelle le chiffre, aujourd'hui c'est 1280 jeunes pour un conseiller d'orientation. Donc c'est impossible. C'est pas gagné. Même en donnant le meilleur de soi-même, c'est très compliqué. Et ce qu'il va falloir travailler, c'est la complémentarité entre effectivement ce qui est proposé par l'éducation nationale ou les autres écoles, et puis j'allais dire des acteurs privés ou des acteurs associatifs qui sont à côté et qui sont là pour individualiser, proposer des parcours sur mesure. Parce que la vraie question, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julie, la vraie question, c'est finalement qui je suis. Parce que quand on commence à mieux se connaître et à définir ses points forts, on peut savoir où on va. Mais qui je suis, comment on peut le savoir? C'est-à-dire qu'en fait, on met des années avec un psy déjà pour savoir qui nous sommes. Et certains ne le savent toujours pas, même à 70 ans. C'est effectivement le parcours d'une vie, mais quand on peut commencer ce parcours avec les premières pierres, c'est un peu comme construire une maison. Quand vous avez la fondation qui est solide, vous pouvez construire les étages. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, et notamment vous évoquiez ceux qui sont sûrs d'eux et de savoir ce qu'ils veulent faire, finalement, ils ont eu une intuition. C'est-à-dire que les parents ont dit la fameuse question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» En fait, on a une rencontre, une idée, une image qui nous a guidés. Si les notes sont à peu près conformes, en fait, tout le monde est content, ça passe. Donc à l'école, ça passe, dans la famille, ça passe, pas de problème pour Noël, on va passer tous un bon Noël. Et finalement, vous avez des jeunes qui arrivent en première année, qui ont trouvé la bonne école, qui ont trouvé les bons éléments, et là, c'est la cata. En fait, ils n'aiment pas ça. C'est pas leur truc. Ils sont bons, ok, ça passe, mais c'est pas leur truc. Mais 52% des jeunes qui rentrent en première année à la fac ne vont pas en deuxième année. Vous avez 23% des jeunes qui sortent d'un bac+5 qui changent radicalement de métier dans les 3 premières années. La première année, c'est parce que certains échouent et qui n'ont pas le niveau, mais aussi tout simplement parce que c'est pas vraiment les études qu'ils souhaitent faire. Ça ne les intéresse pas. Bien sûr. Et puis, dans certains cas, vous en avez aussi qui vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que les études les intéressent, mais le métier ne les intéresse pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu comme... je pense qu'on fait tous la même chose. Moi, quand je pars en vacances, je choisis la destination, je ne choisis pas la compagnie aérienne.
Et ben là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de la réalité du métier, si on va aimer ce métier, si on va aimer le faire pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, que ça va évoluer. Mais on peut quand même légitimement se poser cette question-là. Et aujourd'hui, on ne se pose pas cette question-là. Donc moi, je dis, revenons aux fondamentaux, aidons le jeune à savoir quelles sont ses envies, quels sont ses points forts. Mais surtout un conseiller d'orientation, je vais y arriver. La difficulté pour lui, vous parliez des 1200 combien 1280 1280. 1280 élèves qui vont vers lui. Il n'a pas la notion aussi peut-être de tous les métiers qui s'offrent à lui, enfin à l'étudiant en question qui est face à lui aujourd'hui, et aussi au métier de demain. Peut-être que aussi grâce, alors on citait l'étudiant puisque vous y travaillez, mais aussi dans ces salons, c'est aussi cette opportunité de rencontrer des entrepreneurs, des gens qui ouvrent des voies qui sont peut-être un peu méconnus. Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je disais, d'offrir un maximum de choix aux jeunes, aussi qu'ils puissent y prendre plus tôt, puisqu'on sait que maintenant l'orientation est de plus en plus tôt pour les jeunes. On leur demande dès la première en fait de choisir des filières ou en tout cas des options. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir le maximum d'informations le plus tôt possible, et on les encourage du coup à venir justement sur les salons qui sont une très bonne vitrine, enfin plus qu'une vitrine même, pour que les jeunes puissent voir aussi des secteurs qu'ils n'avaient pas forcément envisagés. Comme lesquels par exemple? Alors par exemple, on peut parler soit de ceux qui attirent ou ceux qui sont un peu en tension. Donc dans les secteurs par exemple qui attirent beaucoup dernièrement, il y a tout ce qui est informatique numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité, qui ont quand même qui sont un peu sur le devant de la scène. L'environnement aussi, c'est quand même une préoccupation première des jeunes aujourd'hui, l'écologie, la transition écologique. Donc l'environnement attire énormément. Et puis trouver en fait l'idée, pardon de vous couper, mais de l'idée entre la notion d'allier un thème qui nous est cher et qui est sociologique, qui est sociétal, comme l'écologie, et l'aspect business, c'est-à-dire comment faire pour se dire je peux réussir à créer une société qui va marcher, qui va pas être lourde pour moi dans une thématique forte qu'est l'écologie. Surtout que les jeunes aujourd'hui ont vraiment cette préoccupation, je pense plus que les générations peut-être précédentes, de combiner vraiment ce qu'on appelle toujours pas le work-life balance, mais en tout cas faire quelque chose qui leur plaît. Donc ils ont vraiment besoin de se sentir investis dans ce qu'ils vont faire et qui a un sens à leur métier. Et donc ils sont très attentifs à ça quand ils font leur choix d'orientation. Et après, à l'inverse, on a aussi des secteurs qui recrutent énormément, mais qui ont beaucoup de mal à recruter et à attirer des jeunes. Donc les secteurs en tension, comme la santé, tout ce qui est santé sociale, hôtellerie, tourisme, restauration, beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile d'attirer les jeunes. Et donc c'est aussi l'occasion lors des salons pour ces filières-là de présenter peut-être un autre visage, ou en tout cas expliquer qu'il y a énormément de choses possibles. La logistique, par exemple, c'est aussi une filière qui recrute énormément, où on peut faire de très belles carrières, et les jeunes ne vont pas instinctivement, pour plein de raisons, se tourner vers ces secteurs-là. Emmanuel Macron et Papa Ndiaye avaient proposé justement l'idée d'aller vers les secteurs qui recrutent, qui sont en tension et qui ont besoin justement, j'allais dire de main-d'œuvre, c'est pas un très joli mot, mais enfin voilà, de talent. De talent, exactement, de talent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, ou est-ce que c'est une façon justement de les pousser dans une orientation qui peut-être ne leur plaît pas? Alors, on revient sur finalement la politique qui existe depuis maintenant de nombreuses années, qui est en fait du traitement de masse. Sauf qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a une chose, c'est que beaucoup d'entreprises valorisent prioritairement, et c'est une réalité dans l'entreprise, les Bac+5. Donc si vous prenez l'orientation d'un jeune qui est en 3e, au moment où il va arriver dans un Bac+5, on est sur 8 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des approches de prévision qui sont quand même extrêmement fortes. Moi, j'ai plutôt tendance à dire... Effectivement, il faut orienter et il faut penser à l'orientation pas que des jeunes, mais aussi des jeunes. Il faut présenter ces métiers dans leur réalité et il faut offrir des réalités de terrain. Nous, chez Superfutur, notre particularité, c'est que quand on accompagne sur mesure, on finit par un stage ou une mise en relation précise avec des professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune, il a une idée du métier, mais surtout qu'il l'a goûté. Et quand on a goûté, on sait si on aime et si on n'aime pas. Même par exemple, si on est en seconde, alors que si on est, par exemple, en 2e ou 3e année, c'est beaucoup quand on a cet âge-là. 4 ans, ça change tout dans une tête d'ado, puis de post-ado, puis de jeune adulte. Vous allez évoluer. C'est une certitude, et heureusement. En revanche, quand vous commencez à avoir des marqueurs importants de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, en fait, et c'est là que nous on travaille aussi, et je pense que c'est normalement le rôle du conseiller d'orientation qui est malheureusement pas toujours fait, c'est d'apprendre à choisir. Parce qu'en fait, dans votre vie, vous allez choisir tout le temps. C'est si difficile. Mais c'est difficile, mais ça s'apprend. C'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, choisir. Quand on est curieux,
D'accord ? Tous les trois sur ce plateau, à voir vos yeux, je pense qu'on est pareil. On est tous très curieux, on s'intéresse à beaucoup de choses. On s'intéresse à la politique, on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à la médecine, à la santé. On aurait pu faire tous les trois des métiers différents. Comment faire ? Moi, je me suis pris une vôtre, par exemple. J'étais super bon à l'école, notamment en maths, en physique et en chimie. Je sais, ça ne se voit pas. Pas du tout, c'est quoi la tête d'un mathématicien ? Et donc, je démarre une première année dans un DUT de chimie prestigieux à Orsay. Tout le monde était content. Et le lieu dit, hein. Voilà, c'était clairement. génial, c'était super. J'ai détesté. Vous avez détesté pourquoi ? Parce que c'était pas moi. Parce que me retrouver sur une paillasse en permanence à faire des... Je me suis dit, mais je peux pas faire ça de ma vie, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, je me suis dit, mais finalement, qui je suis ? Et là, j'ai eu la chance de pouvoir, à l'époque, rencontrer des professionnels, refaire. Et du coup, je me suis réorienté sur les métiers des RH et de la formation. Et finalement... Oui, j'ai fait un parcours dans ces éléments-là et tout au long de ma vie, j'ai navigué dans cet environnement-là en me révélant au fur et à mesure. Mais j'ai appris au fur et à mesure à choisir. Et aujourd'hui, les jeunes, on ne leur apprend pas à avoir au moins 3 options. Vous parliez tout à l'heure d'un jeune qui sait ce qu'il veut faire. Quand on arrive sur Parcoursup, nous, on est en train en ce moment de finaliser des accompagnements pour Parcoursup. Mais le jeune, en fait, il va vous mettre 1 choix, 2 choix, 3 choix, 4 choix, 5 choix. C'est la même chose. Mais non, il faut penser au plan B. Il faut penser, et si ça ne marche pas, tu veux faire quoi ? Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Il y a peut-être 1000 métiers. Alors oui, mais les détracteurs vous diront que ceux qui effectivement ont mis une longue liste sur Parcoursup pour tenter d'espérer d'avoir quelque chose, puisque je rappelle c'est quand même un algorithme, c'est compliqué, certains ont été mal orientés justement, il se trouve qu'ils mettent 5 choix, 6 choix, puis un 7e et un 8e en se disant bon bah de toute façon il faut que je fasse une possibilité parce que voilà, et ils se retrouvent avec le fameux 8e choix qui en fait ne leur plaît pas. Pourquoi ils ont mis un truc qui leur plaît pas ? Quand vous avez bien travaillé entre le travail qu'on a fait chez nous, le travail si vous allez correctement dans des salons, en ayant préparé un salon, ça se prépare. Un salon, ça se travaille en amont. C'est comme un rendez-vous client. C'est pour ça qu'ailleurs, nos salons sont tous à chaque fois une version en ligne du salon pour que le jeune puisse préparer sa visite en amont. Donc il y a non seulement la liste des exposants comme un salon classique, mais il peut aussi rentrer en contact avec les différentes formations qui sont proposées. Donc on a vraiment tout un espace aussi où il pourra suivre aussi les conférences en ligne parce qu'on a énormément de conférences. Justement, vous parliez de Parcoursup. On a des conférences d'orientation qui sont animées par des journalistes de la rédaction de l'Étudiant. Donc en fait, ces conférences sont un petit peu la version physique aussi, tout comme nos salons, de ce qu'on peut trouver sur notre site. Et toute cette information-là, le jeune pourra poser des questions, et donc il pourra aussi préparer en amont et ensuite poser les questions le jour J pour justement ne pas mal s'orienter dans le sens où faire un choix d'orientation qui ne nous plaît pas. Faire quelque chose par défaut, c'est tout ce qu'on déconseille finalement. Oui, puis en fait, il y a quand même aussi un gap énorme entre les études que l'on fait et le métier que l'on fait après. Quand on prend une école de commerce, par exemple, donc qui est assez vaste, hein, c'est assez large. C'est généraliste. Oui, c'est généraliste. Et puis le métier que l'on va choisir après, où on aura, par exemple, monté une société aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Peut-être qu'il y a un gap énorme aussi. Est-ce que l'orientation, c'est aussi ça ? C'est de dire, bon, peut-être que pendant 4-5 ans, il va falloir que tu te spécialises typiquement et que tu te formes à ces sujets-là, sur l'économie, sur le business, sur le marketing, sur la finance, etc., pour pouvoir après créer ce que tu souhaites. C'est-à-dire que c'est aussi un passage. C'est compliqué à faire accepter. Oui, c'est compliqué. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses qui existent qui peuvent permettre aux jeunes de peut-être déjà se réorienter, parce qu'il y a énormément de gens aussi, nous, on accompagne aussi des jeunes qui se réorientent après 2 ans d'études, par exemple, qui au niveau du master, on a notamment des salons spécialisés dans les masters, des gens qui cherchent à se réorienter. Et puis, il y a aussi quand même l'alternance qui aujourd'hui monte de plus en plus en puissance. Récemment, la semaine dernière, on avait notre salon de l'éducation où il y avait justement le salon de l'aventure des métiers au sein de ce salon, où là, les jeunes pouvaient aller à la rencontre de métiers très clairement, de filières qui proposent justement, alors là, c'est un peu plus jeune, c'est plus à partir de la 3e qu'ils s'orientent, mais vraiment sur ces métiers qui proposent de l'alternance dès le début. Et énormément d'écoles et même de filières universitaires proposent de l'alternance aujourd'hui qui permettent, je pense, aux jeunes justement de savoir un peu mieux, ou en tout cas concrètement de voir à quoi servent les études pour lesquelles ils sont. Et d'être aussi un très bel ascenseur social. Moi, je cite un métier que je connais bien qui est celui de la fonction commerciale. La fonction commerciale en France, c'est 150 000 postes à pourvoir maintenant. Ça veut dire quoi, fonction commerciale ? Commerciale, B2B, donc qui travaillent d'entreprise, entreprise. Donc c'est des gens qui...
c'est le renouveau de l'entreprise. Aujourd'hui, en France, avec ce qu'on est en train de voir dans ce monde pénurique, on ne va bientôt fabriquer que ce qui sera vendu pour éviter les pertes. Donc la proximité avec le client, la relation commerciale est au cœur aujourd'hui de l'entreprise et devient quasiment le nerf du fonctionnement de tout le reste. Ces métiers-là sont malheureusement méconnus. Vous parliez tout à l'heure d'écoles de commerce qui d'ailleurs se sont quasiment toutes rebaptisées écoles de management. On peut se poser d'ailleurs la question de savoir si le commerce était finalement pas si sexy que ça. Alors qu'on a 150 000 postes à pourvoir, vous avez très peu de jeunes qui veulent aller sur ces métiers-là. Alors qu'il faut les faire connaître, il faut les déployer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on peut les faire vivre à la fois dans les métiers de la RSE et de l'environnement, à la fois dans des métiers de CHR, dans des métiers en tension partout. Donc, c'est une manière aujourd'hui de faire mieux connaître les métiers, mais pour faire connaître un métier, alors je trouve ça très bien, les aventures des métiers, mais tout le monde vous raconte, enfin quand on va sur les salons, tout le monde vous raconte quand même l'appartement témoin. C'est-à-dire qu'on va vous faire une... C'est réducteur quand même, là, ce que vous dites. Non, c'est pas une critique vis-à-vis de vous. Je pense que c'est les gens qui sont sur les salons continuent parfois à faire de la survente. Et je trouve que souvent, ça mériterait de dire les choses, de proposer une expérience en disant « Viens vivre la réalité du métier ». Quand on veut faire des métiers de restauration, il faut savoir qu'on va travailler quand les autres s'amusent. Les gens qui me disent je veux faire de la restauration, je veux commencer à 9h, à 18h du vendredi au samedi, oui, ça existe. Mais heureusement, les restos sont ouverts le samedi soir. Donc, après, par exemple, sur les salons, justement, en général, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les écoles ou les différentes filières qui vont être là avec, par exemple, ça peut être le directeur de l'école, mais il y a surtout les étudiants qui sont là. Donc, ce qui est intéressant aussi pour le jeune, c'est de se confronter finalement à ses pairs et d'avoir quand même un retour d'expérience qui est plutôt concret, parce qu'entre jeunes, ils vont peut-être se dire des choses peut-être un peu différemment ou avec moins de langue de bois que... le directeur des études qui va... Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Julie Boyer, sur l'idée qu'effectivement les jeunes aujourd'hui veulent absolument faire un métier qui corresponde à leurs valeurs, à leur vie, qu'ils aiment profondément, etc. C'était valable aussi avant, nous déjà, puis nos parents, nos grands-parents et autres. Pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui on assume ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que dans la société on se dise non alors attends, là, le côté je vais juste au bureau, je pointe, j'arrive et je ne suis pas impliquée, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui s'est opéré comme changement? Alors, je n'ai pas la réponse magique. Je pense que surtout, vous en dit les étudiants. Oui, c'est parce qu'il y a, je pense, énormément de filières aussi. Le monde change énormément. Il y a peut-être, je pense que les jeunes sont peut-être plus préoccupés aussi, ou en tout cas prennent plus en main leur vie en général et notamment donc l'orientation. Les jeunes sont assez inquiets. Nous, on l'a vu, on le voit sur nos salons. Les jeunes sont quand même assez inquiets par rapport à leur orientation, leur futur. Les parents sont assez inquiets parce qu'il faut savoir que les jeunes viennent sur nos salons, mais les parents aussi viennent énormément. On a énormément de parents qui viennent soit même seuls parfois ou avec leurs jeunes. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on a deux types de parents. On va voir les parents qui vont plutôt essayer de driver un peu le jeune en lui disant il faut que tu ailles faire telle filière. Et on va en avoir d'autres qui vont être beaucoup plus en retrait et qui vraiment laissent le jeune un peu faire ses choix et savoir un peu ce qu'il faut. Justement, parlons-en des parents. Alors, l'idée de ce fameux bulletin de notes reste quand même... un peu, ça fait loi, entre la troisième, la seconde, la première et terminale. Alors, je vous vois faire le truc. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit? N'importe quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand même je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je valide. C'est que le problème, c'est ça, c'est de se dire à un moment, quand on voit le bulletin de son fils ou de sa fille et qu'on se dit, il est quand même très fort en matière scientifique, ce qui a dû être votre cas, effectivement, au lycée, la logique voudrait que on l'oriente vers ça. Comment on fait pour pouvoir jongler entre, effectivement, l'envie en tant que parent de voir son enfant forcément heureux, épanoui, la logique de ce bulletin qui vous mène vers une voie qui serait censée être la meilleure, ou en tout cas une voie classique pour lui ou elle, et puis le troisième larron, en l'occurrence vous, super futur, vous, je le voyais, chez l'étudiant, ou le conseil d'orientation qui est en face et qui fait que... Je reviens et je vais revenir sur la précédente question et je vais glisser sur celle-ci. Je pense que nous, les parents, on a une responsabilité colossale sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer. Décidément, ça ne s'arrête jamais, en fait. Non, mais vous allez comprendre. En fait, si on regarde bien, tous les soirs quand on rentre, qu'est-ce qu'on raconte de notre travail depuis 10 ans? On ne raconte pas les trucs qui se sont bien passés, On raconte, ah ouais, machin, ça s'est pas bien passé. Ah, j'ai eu une réunion, c'était pas terrible. En plus, nos enfants ont vu quand même la réalité parfois de nos métiers
en plein Covid avec des visios. Donc ils se sont dit « Ah mais c'est ça, mais c'est nul ». Donc en fait, on n'a pas, nous, toujours donné une bonne image de l'environnement professionnel dans lequel on est. Alors, pour certains, ça se passe bien, mais pour d'autres, c'est compliqué. Et on a tendance à déverser plutôt les choses qui vont pas que les choses qui vont bien. Donc déjà, vis-à-vis des jeunes, aujourd'hui, il y a un défi par rapport au monde du travail. En gros, je vais travailler, je prends de l'argent pour faire ce que je veux à côté. Mais ça a toujours été comme ça, enfin, depuis des générations entières, le côté où on raconte que ces petits problèmes du quotidien, etc., à la maison, c'est pas nouveau. Je vais pas faire les anciens combattants, mais quand j'ai commencé à travailler, en fait, le monde du travail, c'était une deuxième famille. C'est-à-dire que quand vous alliez au boulot, vous aviez les collègues, il y avait une certaine proximité. Mais moi, je l'ai aujourd'hui, ça. Oui, mais vous l'avez, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas. Je vous donne un exemple tout bête, et je ne dis pas qu'il faut de l'alcool sur les lieux de travail, mais quand vous vouliez fêter quelque chose, vous le fêtiez le midi, vous aviez la possibilité de devenir une petite bouteille pour fêter les choses ensemble. Aujourd'hui, la responsabilité sociale de l'entrepreneur fait que vous ne pouvez pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On externalise, on fait un after work. Un after work, vous croyez qu'une femme, parce que malheureusement ce sont encore beaucoup les femmes qui s'occupent des enfants, qui habitent en banlieue, elle a le temps de rester le soir pour l'after work qui se fait de 19h à 21h? Eh ben non. Donc tout ce monde, on a une dissociation du monde de l'entreprise d'un côté et du monde familial de l'autre. Donc ça crée une problématique. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a le statut. Je reviens sur l'histoire du rôle des parents. Quand vous êtes parent, vous avez l'impression finalement que votre métier, c'est de bien faire votre boulot, et notamment la réussite de vos enfants, et la réussite par rapport à la norme, c'est-à-dire par rapport aux notes, par rapport à ce qui va se passer, elle vous incombe. Mais en fait, votre réussite, c'est surtout de donner la possibilité à vos enfants de se révéler, d'être heureux, et vous, surtout, votre boulot, c'est de les aimer inconditionnellement. Inconditionnellement. Ça, c'est le plus important. Mais moi, j'ai vu des parents dans des dîners, les enfants n'étaient pas là, ils étaient en train de dire « Ah oui, mais moi, ma fille, elle est dans une école qui est classée 3e, toi, c'est 8e. » Ah oui, mais c'est un grand classique de pouvoir reproduire son schéma de vie sur les autres. Ça, c'est valable dans tout, malheureusement. Oui, mais c'est peut-être ça le boulot des parents. Revenons à l'idée des stages, qui sont effectivement des formations, des stages. En tout cas, un pied dans éventuellement un job qui pourrait plaire pour pouvoir voir ce que c'est, imaginer, avoir un premier avis. Est-ce qu'il faudrait plus de stages? Enfin, il faudrait des stages, tout simplement, au lycée. Parce qu'il y a ce fameux stage en 3e, c'est ça, qui dure une semaine, si je ne m'abuse. Mais après, qu'est-ce qui se passe, première terminale? Rien. Rien. Le néant. Si vous passez par Superfutur, mais je plaisante. Est-ce qu'on aurait le temps? Est-ce que la densité des programmes établis par l'Éducation nationale, donc pour tout le public, pour le privé sous contrat aussi qui suit, privé hors contrat en général, ils suivent aussi globalement effectivement les programmes. Est-ce que avec cette densité-là, on aurait la possibilité quand même de prévoir cette fameuse ce temps pour un stage en première ou en terminale? Écoutez, moi, je ne suis pas une spécialiste des emplois du temps des lycéens. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que plus le jeune a d'informations, forcément, plus il va s'orienter de la meilleure façon qu'il soit. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, oui, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment qu'ils aient le maximum d'informations. Donc, que ça passe par des stages ou par, je vous dis, d'aller s'informer en lisant des articles, en allant à la rencontre de leurs pairs, en allant à la rencontre des écoles, en allant voir des conseils d'orientation. C'est en fait le maximum d'informations qu'ils peuvent avoir ne vont que les aider dans leur choix. Et tout ça coûte ou pas? C'est de l'argent dépensé pour pouvoir se renseigner? Non, pas forcément. Si vous allez sur nos salons, tous nos salons sont gratuits, par exemple. Donc, notre site est gratuit également, où vous avez accès à tous nos articles, tous nos décryptages de manière gratuite. Sur les salons, on a aussi des ateliers de l'orientation sur certains de nos salons, donc avec des spécialistes qui vont vraiment répondre aux questions des jeunes. Non. Ça le mentorat aussi, vous avez fait appel à... le tutorat, le mentorat, c'est-à-dire qu'en fait tous les entrepreneurs par exemple et autres médecins, avocats, enfin qui sont dans des métiers différents, qui peuvent justement contribuer à cela avec des petites vidéos qui expliquent, avec des liens qui se font entre les étudiants et. Oui, alors nous on travaille aussi, on a donc on a notre site et sur notre site on a énormément aussi, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux notamment avec des influenceurs qui sont alors parfois très spécialisés dans leur domaine et qui vont on travaille beaucoup avec eux pour justement faire des vidéos un petit peu ludiques et pour donner envie aux jeunes d'aller vers tel ou tel métier. Donc ça va de l'ostéopathie au métier d'avocat, il y a vraiment de tout. Donc voilà. Stéphane Vincent, est-ce qu'on pourrait imaginer alors, compte tenu des programmes de l'Éducation nationale, avoir un peu plus de temps dégagé pour des stages en première ou en terminale? C'est une posture politique, c'est plus une posture de temps. Moi je pense que il faut, si on veut arriver à construire l'économie de demain, l'économie apaisée de demain,
il faut rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut mettre plus de professionnels dans l'école pour qu'eux aussi se rendent compte de la réalité de ce qu'est un métier d'enseignant et que c'est super dur. Parce que voilà, c'est très éprouvant, c'est compliqué. Mais il faut aussi que les jeunes puissent aller en entreprise le plus possible. Et ça, c'est juste une décision. Une fois que vous avez fait un stage, vous pouvez vous appuyer dessus dans vos enseignements. C'est une base de travail, finalement, ce stage. Donc, ça dépend comment vous le prenez. Et c'est une posture, à mon sens, qui est plus politique qu'une problématique organisationnelle. Vous avez entendu, oui, les politiques. Le message est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Boyer. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice régionale Île-de-France et internationale chez l'étudiant. Stéphane Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous aussi. Vous êtes président fondateur de Super Futur, qui propose donc des parcours sur mesure pour les jeunes, pour les orienter. Vous l'avez compris, tout se joue sur l'orientation. Allez, c'est la pub. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir un papa et une fille, Sébastien Destremaux et Jade Destremaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le Grand JT. Père et fille, vous venez nous raconter votre incroyable voyage en mer, la route de Jade, seule avec mon père au milieu des océans, aux éditions XO, un livre que je vous recommande, dont on va parler maintenant, et surtout une expérience absolument magique et puis un lien qui vous unit et qui évidemment me touche profondément. Sébastien, vous êtes skipper toulonnais, vous avez participé 2 fois au Vendée Globe, ce qui n'est quand même pas rien. Nul n'est parfait. Ah non mais fantastique. Enfin, vous allez tout me dire. Moi je ne vais pas arrêter de dire fantastique tout le temps. De toute façon. 2 tours du monde en solitaire, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Jade, bonjour également. Je suis ravie de vous accueillir aussi. 18 ans, vous vivez en Australie, c'est ça? Oui. Où ça? Perth en Australie, côte ouest. Côte ouest. Merci d'être là à Paris pour nous, oui. C'est génial. Vous n'aviez avant cette folle aventure, que vous allez nous raconter évidemment, peut-être homme crochet avec la mer et la navigation, c'était pas vraiment votre truc? Ah pas du tout, non. J'avais jamais fait de bateau avant que je suis partir avec mon père. J'ai fait de l'optimisme quand j'avais 7 ans, mais sauf ça, j'ai jamais fait de bateau. Parce que du coup, il y avait une sorte de rejet en fait de la mer et du bateau, ou alors vous aviez peur tout simplement, ou ça vous intéressait pas? Ouais, ça m'intéressait pas en fait. J'aimais pas trop. Du coup, j'ai laissé mon père faire du bateau et j'ai jamais fait. Puis surtout, la mère prenait son papa un petit peu trop souvent, sans doute. Ouais. C'est ça, vous vous êtes dit non, c'est trop, je ne veux pas rentrer dans cette logique-là. Peut-être. Mais, et c'est peut-être le seul avantage de cette pandémie, du fameux Covid, c'est qu'après 2 ans et demi, et bien justement de séparation liée au Covid, vous retrouvez vos 2 enfants, parce que vous avez donc Jade, et aussi, vous avez Marshall, c'est ça? Oui, son frère, voilà. Son frère jumeau. Et vous les retrouvez en Australie. Et là, et c'est la dernière de couve, papa, est-ce que je peux ramener le bateau avec toi à Toulon? Bon, enfin, t'es tombé sur la tête. Pas du tout. J'ai très envie de le faire. Alors, c'est avec mon ton à moi, mais comment ça s'est passé, cette conversation? C'était un peu comme ça, en fait. Ah ouais. C'était aussi simple que ça. Et donc, vous tombez des nues? Oui, un petit peu quand même. Alors, je lui dis oui, bien sûr, mais ma première question, c'est est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Parce que quand on ne sait pas faire de bateau, on se dit, pour aller en France, ça met 24 heures en avion, donc en bateau, ça va être cool, on va s'arrêter un peu à droite à gauche. Déjà que les 24 heures en avion ne sont pas faciles. Oui, mais bon. Et voilà. Et du coup, c'était un vrai cadeau qu'elle me demandait, qu'elle me proposait. Oui, c'est ça. C'était pas une appréhension tout de suite pour vous. C'était pas l'angoisse de dire mais on va jamais y arriver. Elle va avoir peur, ça va être terrifiant. Non, vous l'avez pris comme un cadeau immense. Ouais, je suis pas comme ça. J'y pensé après, par contre, à la peur qu'elle pouvait avoir. Mais non, j'ai d'abord pris ça comme un vrai cadeau, qu'elle puisse avoir cette envie-là de passer autant de temps avec son père. Elle le savait pas encore. Combien de temps? Eh bien, on avait prévu 60 jours. On a mis un peu plus parce qu'en bateau, on met toujours un peu plus. 60 jours, je pensais déjà qu'on était large. Mais bon, finalement, on en a mis 68. Et 68 jours de bonheur total. Alors racontez-nous, Jade, comment ça s'est passé? J'aime bien le... Alors, déjà le avant, c'est-à-dire qu'avant cette traversée, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous lui dites
Je veux partir avec toi. Est-ce que c'est au cours d'une soirée, soudainement, ce trop-plein, ce manque absolu que vous ressentez et vous vous dites non, attends, je peux pas, non, j'ai tellement envie de le partager? Ou est-ce que c'était mûri comme réflexion? C'était une vraie coup de tête. J'ai pas vu mon père pendant presque 3 ans. Et il m'a dit, je vais passer 2 semaines à Perth et puis je vais partir, je vais ramener le bateau à Toulon. Et je dis, mais 2 semaines, c'est pas assez, est-ce que je vais aller avec toi? Enfin, c'était un peu comme ça. Et c'était aussi, en sortant de mon bac, je viens de finir école, je voulais un peu vivre un peu une expérience atypique, hors de mon zone de confort, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le bateau? Une petite croisière, mais non. Ouais. Je lui aurais proposé à d'autres chameaux, elle venait quand même. Enfin, oui, c'est ça, peu importe l'expérience, c'était oui. de travailler avec votre père. Ouais. Mais la mer, justement, alors la mer MER, vous l'appréhendiez ou pas? Je l'appréhende. Est-ce que vous aviez peur? Oui. Au début, je comprenais rien. Je savais pas pourquoi le bateau il bougeait. Je pensais que ça va couler. Enfin, j'avais peur de tomber à l'eau. J'avais peur que papa tombe à l'eau. J'avais un peu peur de tout. Mais ouais, c'est pas mon truc. Vous les aviez quand même vécu de loin, j'imagine, en images, les traversées en question, le Vendée Globe. Non, pas du tout? Ils suivaient pas tellement le Vendée Globe, de loin, de très très loin. En Australie, d'abord, le Vendée Globe, c'est pas comme ici. C'est pas retransmis de la même manière. Non, c'est pas du tout. Et donc c'est pas tous les jours. Et puis, c'est Jade qui peut répondre, mais ils ont jamais trop suivi, Non. de loin, quoi. Ouais, de loin. Moi, j'aimais c'est le pas truc trop de le papa, Vendée... quoi. Ouais, j'aimais pas trop le Vendée Globe parce que ça prenait toujours. Ça lui a pris ça veut dire qu'il venait pas en Australie nous voir parce que c'était. Pour votre anniversaire. Ouais. Du coup, j'ai un peu ce sentiment contre le Vendée Globe parce que ça volait mon père de moi. J'avais cette impression, je pense. C'était un peu ça. Et j'étais très jeune quand il a fait son premier Vendée Globe. J'avais 12 ans. En fait, oui, c'est ça. C'était la réaction pour vous, c'était plutôt une réaction de fille par rapport à son papa qui part loin, qui s'échappe un peu plus, que finalement la réaction d'une fille aussi, mais d'une femme qui est tout à fait admirative d'un père qui relève autant de défis. Il n'y avait aucune admiration, ni chez Jade, ni chez Marshall pour ce que je faisais. Par contre, peut-être que maintenant, il y en a un petit peu plus. Ouais, maintenant, après d'avoir vu qu'est-ce que c'est la voile, qu'est-ce que c'est la course au large, comment c'est difficile, comment c'est dangereux. J'ai gagné beaucoup plus de respect pour mon père et pour ce métier. Mais avant, vu que j'avais jamais fait la voile, je pense que c'était un peu comme moi je faisais sur mon optimiste. C'était tranquille, quoi. C'était une croisière. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de respect. Ouais. Vous aviez d'autres défis sportifs de votre côté? C'est-à-dire que vous êtes sportif par ailleurs sur d'autres... J'ai fait de la danse, j'aime bien faire les randonnées, tout ça, mais rien à voir avec ces défis-là. Avec ça. Alors les craintes, justement, on parlait effectivement de la peur de l'eau, de l'appréhension de voir votre père tomber à l'eau. Est-ce que vous, de votre côté, Sébastien, vous aviez des craintes concernant Jade? Immense. Et paradoxalement, alors, j'avais beaucoup plus peur de tomber à l'eau, moi, que elle, en fait. Il y avait beaucoup plus de risques que Jade tombe à l'eau, donc on avait quand même défini un peu un périmètre de sécurité, plus ou moins. Mais j'avais très peur de tomber à l'eau, moi, parce que je voulais absolument pas que Jade se retrouve toute seule sur ce bateau, incapable de le manœuvrer. Alors, hors de question de revenir me chercher de toute façon. Moi, je pouvais retourner chercher Jade, et essayer, en tout cas, je sais ce qu'il faut faire. Jade, elle n'en avait aucune idée. Donc se retrouver, elle seule, à 18 ans, en ayant perdu son père en mer, au milieu de nulle part, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'était vraiment une terreur de lui faire vivre ça. C'est ça, donc c'est une double responsabilité que vous portez, parce que non seulement une traversée, c'est extrêmement dur, on l'imagine, mais enfin, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et puis en plus, effectivement, c'est de la responsabilité par rapport à votre fille. Avant, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne donc les premiers gestes de secours, on fait une forme, vous avez eu une formation justement pour la mer, comment c'est passé? Oh là là, je vois que non. Je sens le désert. Heureusement qu'aujourd'hui, on est là pour en parler et que tout va bien. Mais pour tous ceux qui nous écoutent... On est parti. La seule chose qu'on ait faite, c'est mettre une combinaison de survie et que Jade enfile la combinaison de survie et se jette dans la piscine à la maison pour voir un petit peu comment ça se comportait. Mais après, on est parti comme ça. Et quelques jours après le départ, je lui ai donné une consigne si jamais je tombais à l'eau. Voilà, c'était une procédure d'urgence qui lui permettait de stopper le bateau, d'appeler mes frères, ses oncles,
et lancer les secours. Voilà, parce que moi je suis perdu, c'est tout. Et puis après, je lui ai même dit, j'ai dit, tu pleureras après. Ah, une fois que tu auras appelé tes oncles, là tu pourras t'asseoir et pleurer. Ah oui, c'est quand même... Parce que j'aurai une semaine pour que D'attente. quelqu'un me cherche. Du coup, j'aurai beaucoup de temps pour pleurer. Parce qu'on a une semaine de les côtes, là. Ouais, alors c'est marrant parce que quand vous dites ça, moi franchement, je serais terrifiée. C'est-à-dire que vous le dites avec une légèreté absolue. C'est-à-dire que vous êtes C'est parce que c'est fini maintenant. Oui, voilà. Justement, c'est fini maintenant. Mais du coup, si on recommence, c'est-à-dire que si la proposition se fait à nouveau, vous repartez ou pas? Mais justement, pourquoi cette expérience est très importante pour moi parce que je pense que cette opportunité se représentera pas. C'était vraiment une chance que j'avais à ce moment-là. Il y avait papa qui partait, il y avait moi qui viens de terminer mon bac. C'était vraiment le moment pour le faire. Et du coup, si l'opportunité se représente, est-ce que je vais le refaire? Oui, mais ça garde une richesse parce que c'était tellement... c'est maintenant ou jamais. Après, ça peut être des grands moments de votre vie, effectivement. Oui. Peut-être avant votre futur mariage. Oui. Je saute à l'eau. Je me jette à l'eau. Oui, c'est ça. Non, mais en plus, c'est un peu l'idée de ce livre, c'est aussi de donner envie et aux parents et aux enfants de pouvoir à un moment se jeter à l'eau quelque part. Alors là, c'était en l'occurrence, on ne va pas tous traverser les océans sur un bateau, mais on peut faire autre chose. Et en tant que parent, mais en tant qu'enfant aussi, quand on termine le bac, on a souvent la pression de dire « qu'est-ce que tu vas faire en fac l'année prochaine ?» alors que l'enfant, il ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Et cette ouverture de pouvoir leur permettre déjà de passer du temps ensemble et de s'aimer, de se le prouver, ne serait-ce que parce qu'on est en train de mettre à disposition de l'enfant, eh bien, ça va être d'une richesse incroyable. C'est ce qu'on essaye d'expliquer, le message un petit peu qu'il y a dans la route de Jade. Ouais. C'est encourager les autres à faire la même chose. À oser. Ouais, à oser, à prendre un risque. Il faut pas dire je le ferai dans 5 ans, dans 10 ans. On n'a pas le temps. Non, juste comme j'ai dit, juste là, j'avais cette opportunité-là et il faut les prendre, il faut partir pour les enfants, les parents, tout le monde. Vous aviez quelle envie après, justement, cette traversée, les études, de travailler tout de suite? Quelle était votre idée de la vie? Ça me donnait beaucoup de temps de réfléchir, cette voyage. Et du coup, j'ai décidé de prendre une année de césure, une année de sabbatique. Et puis, je commence les études l'année prochaine. Quelles études vous faites? De la science politique. Sciences politiques. Et donc vous, comment ça s'est passé justement? Parce qu'on parlait de transmission à l'instant, effectivement, et de cette pression souvent des parents pour leurs enfants, de se dire vite, 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 il faut que tu enchaînes les études, etc., etc. Alors que cette opportunité, elle fait tellement grandir. Et on le voit aujourd'hui, la richesse de ce que vous avez produit comme livre, mais comme richesse de tous les jours pour votre vie plus tard. Comment vous avez été, quel père par rapport justement aux études, à votre absence qui était manifeste, de fait, mais qui vous laissait l'opportunité d'être père justement aussi? Alors, en tant que père comme je suis moi, j'avais l'impression que l'exemple que je montrais, qui était de faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, pouvait peut-être compenser le fait que j'étais pas là. Ils habitent en Australie, j'habite en France. En tout cas, je me rassurais avec ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir Jade avec moi, à mes côtés, qui vient faire de l'humanitaire avec nous, on est allé en Ukraine, on va partir faire de l'humanitaire l'année prochaine, en attendant qu'elle rentre à l'école. Il n'est évidemment pas question qu'on stoppe les études et que juste ça serait irresponsable de ma part. Donc Jade va reprendre ses études l'année prochaine. Comme mais en attendant, qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez faire pour... Alors, on est allé donc en Ukraine l'hiver dernier. On retourne en Ukraine cet hiver pour aller apporter des générateurs. Et puis ensuite, juste en septembre, octobre dernier et à venir, on fait des missions humanitaires médicales en Papouasie-Nouvelle-Guinée où on va soigner les enfants et immuniser les enfants contre les maladies infantiles. Voilà, on a fait ça pendant 2 mois. On a fait Avec quelle association vous faites ça? C'est une association qu'on a créée, moi et ma compagne, qui s'appelle Aide Océan. Oui. Et, on fait ces missions, on va en faire plusieurs. Cette année, on va retourner en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis au Vanuatu sur un bateau, et on va soigner les enfants. Et j'espère que Jade pourra nous accompagner sur une de celles-là. Vous avez envie? Oui, bien sûr. Elle voulait absolument venir en Papouasie, mais je lui ai dit non, tu viens pas cette fois parce que je sais pas où on va. Et Marshall, dans l'histoire, il a envie aussi? Là, il a une université en États-Unis, Southern Utah University. Et il fait ses études là-bas. Il joue du basket aussi dans leur équipe. Ok, donc il a peut-être pas forcément le temps,
Mais il a peut-être l'envie aussi de vous rejoindre. Pas du tout l'envie. Mais est-ce que vous avez quand même, et c'est ma dernière question, transmis justement cette notion d'engagement? On parle de l'engagement d'aller jusqu'au bout de ses rêves, l'engagement osé et l'engagement aussi de, voilà, je m'engage dans des aides humanitaires, je m'engage pour aussi donner de mon temps pour les autres. Vous l'avez transmis à vos enfants, vous avez l'impression? Mais en tout cas, à Jade, c'est évident, elle l'avait déjà. On le découvre dans le bouquin avec quelque chose d'extraordinaire qu'elle a fait quand elle avait 13 ans. Et puis, Marshall, il a qu'un seul objectif depuis qu'il a 6 ans, c'est de rentrer en NBA. Et là, il est aux États-Unis, dans une université américaine, avec un scholarship pour faire du basket. Ça ne veut pas dire qu'il sera en NBA, mais en tout cas, il est sur le chemin. C'est son engagement en tout cas. Alors je ne vais pas spoiler le complètement distinct, c'est le nouveau terme, c'est très chic. Le livre, mais effectivement on découvre plein de très belles histoires et notamment effectivement à vos 13 ans et puis tout ce qui se passe, c'est vos liens surtout très forts entre un père et une fille, et moi qui me touche profondément. Donc bravo en tout cas à vous deux, je suis extrêmement admirative et surtout livre donc à lire et à relire, à offrir aussi pour Noël. Donc, je ne fais pas de la pub, mais c'est juste qu'à un moment tous ces partages là, il faut pouvoir les donner. Jade et Sébastien Destremaux, La route de Jade, Seule avec mon père au milieu des océans, chez XO Éditions. Merci 1000 fois à vous deux d'avoir été avec nous. C'était un vrai bonheur. Et plein de bonnes choses alors. Merci. Et Aide Océan, on vous retrouve, vous nous en reparlez. Vous partez faire la mission. Et on revient. Faites des belles images. Et on revient. Vous revenez et vous venez nous en parler. Merci. Allez, comme tous les vendredis, c'est l'heure de donner la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, eh bien, on leur a demandé leur avis sur le maquillage. Regardez. Donc à l'école, je me maquille pas parce que je vois pas trop d'utilité de me maquiller pour aller à l'école. Ma mère ne veut pas que je me maquille parce qu'elle trouve que ça sexualise, je crois, un truc comme ça. Je mets du blush, du bronzer, de l'highlighter, du mascara et un crayon pour les yeux et parfois du gel pour les sourcils. Du coup, quand je me maquille pour aller à l'école, je mets plutôt de l'anti-cerne pour cacher mes boutons. Même si je me maquillais, je pense que je mettrais pas grand chose, enfin, ça servirait un peu à rien. Après, souvent le samedi et dimanche, je me maquille un petit peu. Je mets de la bébé crème, du bronzer, du mascara et du crayon à lèvres avec du gloss. Le maquillage, je pense que ça aide à rendre plus beau. Genre, je me sens mieux avec du maquillage, je me trouve plus belle. Donc, je trouve que même quand on a des petits défauts, des petits boutons, des choses comme ça, ça peut résoudre tous les problèmes en très peu de temps. Enfin, quand on se maquille, on se sent belle et du coup on se sent bien, mais en même temps, il y a beaucoup, je pense, beaucoup de gens, et moi aussi, je pense, on fait vraiment attention au regard des autres. Moi, je vois pas trop l'intérêt du maquillage, car ça abîme la peau et tout, mais après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le maquillage. Et voilà. En fait, ça fait, vu que moi je me maquille pas et que je vois tout le monde autour qui se maquille, ça fait un peu... quand je me maquille, je pense que, pas que je rentre dans les critères, mais un peu plus du coup, parce que je suis un peu toute seule à ne pas être maquillée. Et il vaut mieux attendre d'être un peu plus grand et que ce soit un peu plus utile. Et maintenant, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit le chef Merwan Bounekraf. Là, on va attaquer la dernière partie de l'émission. On va s'intéresser vraiment à l'école. Ouais, oula. Très spécifiquement, quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Quel regard je porte sur l'école d'aujourd'hui ? Alors, je suis pas trop porté sur le sujet. Sur le sujet, je sais pas trop ce qui s'y passe. Tout ce que... Ton enfant a quel âge ? Elle a 2 ans, ma fille, pas trop, même si elle est très vive. Ouais, mais ça va très vite te concerner. Ouais, après, moi, je suis un peu old school, l'école à l'ancienne, ne pas mettre de notes, ceci, cela, toujours encourager. Non, moi, je suis un peu... Tu veux des notes ? Bah, je veux des notes, je veux un coup de trick quand il faut mettre un coup de trick, je veux une caresse quand il faut mettre une caresse. Je veux pas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Après, faut pas le père fouettard, mais il faut juste savoir quelle voie est faite pour un tel ou pour une telle. Et bah, si tu es mauvais à l'école, il n'y a pas de problème, tu peux réussir dans un autre business. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi ? Je pense qu'il faudrait inculquer dès le plus jeune âge aux enfants le fait de vouloir réussir, le fait que s'ils y croient, ils pourront réussir. Et pas de les cajoler, pas de les mettre dans un monde de plumes pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils... Non, il faut avoir peur, il faut se blesser, il faut avoir mal, il faut
Et c'est ce que je dis à mes apprentis tous les jours au quotidien. Et ils me disent, mais chef, je sais pas. Mais t'es apprenti, mais dans ta tête, tu dois être chef. Et c'est pas spécialement que pour la cuisine ou pour la pâtisserie. Il faut toujours vouloir aller de l'avant, être meilleur que l'autre, vouloir manger l'autre. Relever, la compétition, quoi, toi. Exactement. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? L'école de demain, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être une école, comme un peu ce que je viens de dire, un petit peu plus stricte, je pense, parce que les jeunes de maintenant... Parce qu'ils ont besoin de plus de fermeté. Oui, beaucoup plus de fermeté. Maintenant, ça veut être youtubeur, ça veut être influenceur, ça veut être gamer en ligne. En fait, ça, c'est une période qui va durer, tant mieux pour ceux qui vivent de ça. Même moi, je gagne beaucoup d'argent avec ça. Et merci à ceux qui nous donnent de l'argent pour ça. Ça m'étonne toujours, moi, qu'on me donne de l'argent pour ça. Mais voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais les jeunes, des fois, je reçois des messages sur Instagram. Salut Merwan, comment on fait? Je ne me considère pas du tout comme un influenceur, mais comment on fait pour être influenceur ou comment... non, en fait. Ne veux pas devenir ça. Essaye de réussir dans un domaine. Et après, si tu as quelque chose, tant mieux. Mais te lève pas le matin en disant je vais être gamer ou youtubeur ou influenceur. Non, travaille. Si l'école, c'est pas fait pour toi, va travailler. Ramène ton petit salaire. Donc plus de rigueur. Beaucoup plus de rigueur. Beaucoup plus de rigueur. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi plus de cuisine? Alors c'est difficile à mettre en place dans les écoles classiques de la cuisine parce que ça nécessite quand même beaucoup de matériel et de mise en place et d'équipement, mais faut dire aux parents et aux élèves que si on fait un métier manuel, c'est pas grave. Et le Covid nous a montré que les métiers manuels, ils étaient indispensables, comme on l'a dit. Ouais. Et voilà, on était content d'avoir un boulanger, on était content d'avoir des pâtissiers. Plus d'ouverture d'esprit vers les métiers manuels alors. Exactement, ouais. Si on n'est pas fait pour être bon à l'école, c'est pas grave, on peut être fait pour être bon en mécanique, en clim, en cuisine, en pâtisserie, en chauffagiste, je sais pas. Mais c'est pas grave si on n'est pas bon à l'école. Merci beaucoup. Merci à toi Malika. C'est déjà la fin de cette émission. Ouais. Merci de nous avoir confié tes souvenirs d'écolier. Merci à vous. Ton enfance. Ta droiture. Je sais pas si je suis droit, mais j'aime bien les choses droites. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV. Merci Malika. Et à lundi, c'est l'heure du Zap, c'est le meilleur de School TV. Alors pourquoi les 0-6 ans ? Alors, en fait, Mille Formes a été créé par Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, conçu par Olivier Bianchi en partenariat avec le Centre Pompidou. Et on a souhaité en fait créer cet espace pour les 0-6 ans. Parce qu'on parle à 0-6 ans de période sensible. C'est là, alors certains disent que c'est là que tout se passe, alors pas tout, hein, mais effectivement, le fait en fait de les immerger dans un univers artistique permet aussi une ouverture au monde et un lien social. Vous dites d'ailleurs que ça développe beaucoup leur intelligence et leur compréhension du monde. Tout à fait. En fait, ça développe aussi un autre regard que celui du quotidien sur le monde, le regard que les artistes portent en fait sur notre univers, et ça leur permet aussi d'avoir, on va dire, une autre fenêtre que celle du quotidien. Alors, vous parlez d'artistes, là il y a une expo Castelbajac qui vient de se terminer ces jours-ci, mais c'est pas grave, il y en a une autre qui commence le 10 décembre. Vous leur ramenez, vous l'avez dit aussi, ce partenariat avec le Centre Pompidou, donc ils sont au contact de grandes œuvres, de grands artistes contemporains. C'est vraiment, c'est un truc très qualitatif. Tout à fait. En fait, c'est un lieu qui est pensé pour créer vraiment des œuvres avec les artistes. Donc, effectivement, on reçoit des œuvres aussi du Centre Pompidou, comme celle de Jean-Charles de Castelbajac, Le Peuple de demain, qui a été présentée de la mi-septembre jusqu'à hier, en fait, avant-hier. Et c'est une expo, en fait, dans laquelle les enfants ont pu s'immerger autour d'un langage qui est finalement universel, qui est le langage à la fois du corps, de la musique. Il y avait aussi du son créé par Julien Granel, et aussi le dessin, parce qu'avec tous ces langages-là, on peut communiquer les uns avec les autres. La vocation de l'association, c'est d'apporter de l'aide infrastructurelle à des écoles. Donc actuellement, nous avons 3 écoles que nous aidons, notamment nous avons mené des projets d'électrification de ces écoles avec des panneaux solaires, parce qu'en Haïti, le courant électrique, l'électricité, ça laisse à désirer. Donc, nous avons aménagé des salles informatiques, des salles de bibliothèque. Nous récoltons des livres, des ordinateurs ici. Nous envoyons là-bas. Nous aménageons les salles de classe.
Nous avons des projets sur l'eau potable, nous avons des projets nous avons eu un projet qu'on a terminé sur l'aménagement d'un réfectoire dans une école où il y a un petit orphelinat à côté. Donc voilà, concrètement... Grâce à votre association, des élèves victimes de l'ouragan ont pu retourner à l'école. Tout à fait. Donc il y a une école au Caille, au sud du pays, qu'on a pu remettre sur pied. Et puis après, on s'est reconcentré sur des endroits où on avait des contacts directs pour essayer d'aménager les salles de classe et d'aménager les structures scolaires pour que les écoles puissent offrir une meilleure éducation aux élèves. Dans cette enquête, vous avez surtout exploré l'univers de l'information des 13-17 ans. Et il y a ce chiffre absolument incroyable. Pour ces enfants, en tout cas 3 sur 4 d'entre eux, les parents, c'est le premier rempart contre les fake news. Et oui, donc ça veut dire qu'il y a un rôle majeur des parents et votre premier invité en parlait. En fait, le moyen de prédilection de ces jeunes de 13-17 ans pour s'informer, ce sont les réseaux sociaux, presque sans surprise. Pour 62% d'entre eux, c'est leur moyen d'information numéro 1. Mais les parents arrivent tout de suite derrière avec 54% de ces jeunes qui les citent comme étant une source d'information importante. Donc, il faut vraiment que les parents se saisissent de ce rôle-là, de passage, de transmission de l'information. D'autant plus que les ados leur font confiance en premier comme source d'information. Le fait qu'ils soient proches d'eux les rend légitimes. Donc ça veut dire que les parents, ils ont absolument toutes les armes pour communiquer avec leurs enfants et effectivement pour savoir ce que eux privilégient comme information et en débattre à la maison. Donc l'inconfiance, la crédibilité des parents en matière d'information est forte et il faut que les parents se saisissent de ce rôle-là et ne se disent pas qu'ils peuvent lâcher l'affaire. Skydancer, c'est la poupée phare des années 90. C'était hyper à la mode. Donc l'indémodable de chez Lancet, la star du jouet, alors elle revient à la mode aujourd'hui. Et j'ai eu l'interdiction de l'ouvrir en plateau parce qu'on ne sait jamais avec le matériel si on le casse. Mais je vous ai trouvé une vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc on regarde tout de suite. Alors, ah mais c'est très rigolo. C'est sympa, hein? Ah mais oui, j'en veux. Voilà. Donc, hop. Et avec Théodore, ça marchera très bien. Surtout, je veux une vidéo de vous en train de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec Théodore. Vous faites ça, bien et Théodore, sûr. Et hop, il fonce, il l'attrape, il la détruit. Non. Non. N'importe quoi. Donc voilà, la petite Skydancer de Lancet. Et enfin, pendant que les enfants jouent, les adultes, eux aussi, ils ont envie d'un petit peu de profiter de Noël. Donc je vous présente ce jeu, Pop Pop Pop. Donc c'est un jeu de culture pop, voilà, à jouer en famille, c'est à partir de 4 joueurs. Donc vous avez 6 catégories de cartes. Donc la carte défi, quiz, qui est-ce, l'intrus, le point commun et mimé. Alors, regardez, vous mettez la petite... pour faire tourner la flèche, allez-y. Je vous en supplie, il faudrait que ça s'arrête sur mimer parce que j'ai très envie de faire mimer un truc. Ouais, c'était là. On a de la chance. Emmanuel, donc vous devez faire... Non, c'est pour vous que vous avez envie de mimer un truc. Pas du tout, c'est vous qui allez... Ah, je rêve, je suis nul. Donc, alors, vous allez... Donc, je choisis que... Voilà, vous devez mimer... Quoi? Le deuxième personnage. Ah, je connais pas. Comment ça va? Bah non, je connais pas. J'adore, le 6. Ah, c'est bien. Allez, nous allons au boulot. Les 7, non? Oui, mais lequel? Oui, bravo! Alors, Martin Dumay, quelle est la place de l'école privée en Haïti? Alors ça, c'est la grande... on parlait tout à l'heure d'école inégalitaire. On est en plein dans le sujet parce qu'en Haïti, plus de 90% des écoles sont privées. Alors privées soit dans les mains des congrégations religieuses, soit entre les mains des ONG, soit directement entre les mains de particuliers qui ouvrent des écoles à but lucratif. Donc l'école, ça reste un luxe en Haïti? L'école, c'est un luxe en Haïti. C'est un luxe que la majorité de la population haïtienne s'efforce de bénéficier.
et demande à ce que ça soit à la portée de tous, en fait. Puisque, en dépit de tout, les mamans, les papas, eh bien, ils se sacrifient en fait complètement pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas peur d'envoyer un enfant à l'école sans savoir ce qu'il va manger au cours de la journée. Vous dites que le droit à une éducation de qualité est bafoué. Pourquoi ? Le droit à l'éducation de qualité est bafoué pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a une école à plusieurs vitesses en Haïti. Et c'est-à-dire que parmi ces particuliers qui ouvrent des écoles, il y a ce qu'on appelle les écoles borlettes, de la loterie en fait. C'est une école de très mauvaise qualité où les enseignants ne sont pas forcément formés, où ils reçoivent un salaire dérisoire, où il n'y a pas d'organisation de l'enseignement. Et c'est un droit bafoué aussi parce que l'État haïtien n'est pas en mesure et n'a jamais été en mesure de garantir ce droit à l'éducation gratuite en plus, d'après la Constitution, et obligatoire. Mais l'État haïtien n'a jamais pu tenir ses promesses là-dessus. David Julien, l'éducation contre justement ces informations et ce phénomène complotiste, c'est une urgence définitivement ? Oui, je pense que c'est vraiment un élément sur lequel il faudrait s'attaquer rapidement. Je voudrais juste apporter une nuance parce que en fait, quand on considère le terme fake news, je trouve que c'est un peu devenu un terme fourre-tout dans lequel on peut mettre énormément de concepts différents. Une fake news pour, on va dire, un adulte de 50 ans, par exemple, ce ne sera pas la même chose que à mon sens, pour un ado. Je vous donne un exemple. À mon sens, les personnes qui, on va dire, ont passé énormément de temps sur Facebook pendant le confinement, on appelle ça les boomers de manière un peu péjorative, ont été énormément confrontés à de la fake news venant de sites d'Infox, donc par exemple Réinformation Covid ou France Soir, qui est devenu un espèce de blog complotiste, qui se part des atours des médias, donc on a l'impression d'être sur un site légitime, mais on se retrouve avec de la fausse information, de la désinformation qui suit un agenda, on va dire, politique ou idéologique. Je pense que pour les ados, alors effectivement, ils ont entendu parler de tout ça, les Illuminati, même maintenant dans n'importe quelle chanson de pop culture, on fait le triangle, donc je veux dire, c'est presque devenu une blague. Il y en a certains qui vont y croire, et puis après on va leur dire non mais bon, arrête tes bêtises, c'est pas pour de vrai. Juste une anecdote, moi j'ai été en collège, dans un collège de Montreuil il y a 2 ans pour interroger des élèves, et ils m'ont parlé par exemple de différents youtubeurs qui analysaient les clips de rap qui étaient populaires à ce moment-là. C'était notamment le clip de PNL, et ils leur disaient regardez, là on a le signe que les 2 rappeurs de PNL ont signé avec le diable parce qu'ils font le signe du diable, etc. Et en fait, en fonction des populations avec lesquelles on va avoir affaire, là on était dans un collège de Montreuil, donc avec une population qui est relativement populaire, parfois quand même assez croyante, et ben en fait la croyance des djinns ou du diable, et ben c'est quelque chose qui est assez réel en fait chez les ados, ils y croient vraiment, et du coup ça tape à ce moment-là. Donc je dirais qu'ils sont pas forcément confrontés aux mêmes fake news entre guillemets, mais qu'en tout cas, ils sont dans un environnement où effectivement on peut leur balancer beaucoup de bêtises, mais ce sera toujours vraiment surtout à leur niveau. J'ai pas l'impression que ça se croise complètement. Je pense pas qu'ils soient extrêmement touchés par les vaccins et la 5G par exemple. Je pense qu'ils sont. Enfin, j'ai l'intuition que c'est un peu différent, quoi. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver bien sûr canal 247 sur les Freebox ou schooltv.com, ainsi que sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et autres. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Et à la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Au make-up, Laure Audemont. Bon week-end à tous. Ciao.